Être pharmacien, pour moi, premièrement, c'est être polyvalent. Nos connaissances, elles touchent à tellement d'univers différents qu'on se souvient, on sait pas toujours qu'il y a un pharmacien. Chez les ponts, jeudi, on ouvre les grands yeux, on me dit, mais t'es pharmacien chez les pompiers, ça, c'est Bienvenue dans Pharmacie la famille, le podcast qui montre aux étudiants en pharmacie que leur diplôme est bien plus grand que ce qu'on leur a dit. Aujourd'hui, j'ai reçu Gaëtan à mon micro. Gaëtan est pharmacien adjoint d'officine et capitaine des sapeurs-pompiers. Et oui, les deux en même temps. Il nous racontera son quotidien de pharmacien, à jongler entre les ordonnances la semaine et les urgences de sa caserne de pompiers le week-end. Il nous expliquera l'organisation de la pharmacie interne chez les pompiers, ses missions et sa vision de l'évolution du métier de pharmacien. Je suis Marie, docteur en pharmacie, et dans Pharmacie la famille, j'invite des pharmaciens qui prouvent que notre métier n'a pas de plafond. Installe-toi confortablement, cet épisode va peut-être changer ta carrière. Bienvenue Gaëtan, bienvenue dans le podcast Pharmacie la famille, un podcast à destination des étudiants en pharmacie pour un petit peu mieux appréhender les différents métiers, toutes les facettes du métier de pharmacien. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de te recevoir parce que tu m'as dit que tu étais entre autres, donc tu es pharmacien d'officine, mais tu étais également pharmacien sapeur-pompier, volontaire, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et que tu étais aussi BPDO. Ouais, à Et côté de ça, j'ai une certif aussi, ouais, pour tout ce qui est dispensation de gaz médicaux, ouais. Ok, ok, très bien. Alors, première question, donc tu es pharmacien. Pourquoi tu as choisi la pharmacie et pas la médecine dentaire Ou- ou autre? Ah, oui, c'est une bonne question, ça. En fait, tout vient d'un stage c'était les fameux stages de troisième, quand on était au collège et qu'on devait effectivement faire un petit stage en milieu professionnel. Je savais déjà à ce moment-là que c'était la santé qui m'intéresserait, qui me botterait pour plus tard. Et en fait, ça a été une vraie révélation. Enfin, je me suis dit, c'est ce métier-là que j'ai envie de faire. Ça me parle. Ça parle de chimie, de plantes, de plein de choses pour lesquelles j'avais un attrait et qui me donnaient beaucoup envie. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça sera pharma et rien d'autre. Ok, donc dès le collège, tu savais déjà, Ah oui, ouais, ouais, t'étais déjà j'étais orienté. un peu précoce de ce côté-là. C'est vrai Ok. que Ah bah trop bien, trop bien. Bah c'est rare parce qu'on a souvent des pharmaciens par dépit, donc c'est chouette Mmh, d'avoir des pharmaciens motivés comme ça et d'avoir la chance de faire des stages de troisième qui soient utiles oui. véritablement. Bah, c'est vrai que, on en accueille, hein, dans les pharmacies dans lesquelles j'ai pu être ou dans celle où j'exerce actuellement. C'est vrai que, de toute façon, ils viennent, ils traînent un peu la patte, ils se disent: «Mince, qu'est-ce que je vais faire pendant, mes 3 jours, ma semaine?» et cetera. Mais, non, pour moi, ça a été vraiment utile. J'ai Une ouvert les révélation. yeux. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Ok, trop bien. Donc tu as fait ta fac ensuite à Strasbourg, comme C'est moi. ça. Mmh. La fac à Strasbourg, t'étais quel type d'étudiant? Qu'est-ce que t'aimais bien? Bah, moi, j'étais, alors pareil, une fois que je me suis engagé dans les études de pharmacie, je savais que l'officine serait, heu, une forme de vocation ou du moins un choix dont j'étais sûr et certain. Après le type d'étudiant que j'ai pu être, j'étais l'étudiant un peu sérieux. J'avoue, Ok. j'étais plutôt le travailleur et celui, ouais, effectivement un peu le nez dans ses bouquins et à la BU. Mais, heu, vraiment les matières sur lesquelles j'étais très très intéressé, c'était notamment tout ce qui était en lien avec la thérapeutique. C'est vrai que, bon, bah, les analyses spectrales, ça fait partie du métier de pharmacien, voilà, toute cette chimie un peu pure et dure, j'ai envie de dire. J'étais très content de l'apprendre, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, c'était vraiment l'adaptation à la thérapeutique, au traitement. Une fois qu'on parlait de pharmaco, que ça soit de la pharmacochimie, pharmacologie et cetera, c'est là où vraiment je m'éclatais le plus en tant qu'étudiant. Ok, bah, c'est vraiment le cœur du métier, donc Ouais, de c'est ça. pharmacien en Ben, général. vraiment Donc. la thérapeutique, le soin, le traitement, c'était, Ok. mon Et mon dada. t'avais pris quoi comme option? Tu te souviens un petit peu ou pas? Ouais, alors en deuxième année, on avait le choix, donc j'avais pris, parasito. Enfin, alors ça s'appelait, il me semble, biodiversité du règne animal, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc j'étais parti sur ça. Je Heu, détestais la parasito, tout se ah mélangeait dans bah, ma tu vois, tête. c'est ouais. Ah non, moi ça j'aimais bien. Enfin après bon, c'était pas un peu particulier parce qu'après on se retrouve avec des sels, des choses comme ça, mais Oui, voilà. ouais, ouais, non, moi j'aimais bien les vers, tout ça, c'était assez intéressant. Hem, j'avais fait ensuite, bah, pas mal de botanique, beaucoup de mycologie, des macromycètes et cetera, donc les sorties champignons, tout ça. Et sinon, bah, il y avait aussi beaucoup d'options qui mettaient en avant notamment, tout ce qui était formulation, enfin, galénique et cetera, qui était très branché officine à l'époque. Bah, ça pareil, j'avais aussi suivi, pour se former au mieux au métier auquel j'aspirais. Et alors,
question qui n'a pas grand-chose à voir directement avec le cursus, mais j'ai vu que tu avais été président et directeur de publication du Comprimé. Donc c'est Ouais, le journal interne à la fac de pharma de c'est ça. Strasbourg. Pourquoi cet engagement? Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Alors moi de base, je savais que alors être étudiant, c'était très bien, étudier, c'était cool, mais je savais qu'à un moment donné, je voulais aussi m'engager en tant que membre associatif. Donc il y avait quelques choix à la fac de Strasbourg, hein. Mais c'est vrai que le comprimé, ça m'avait beaucoup intéressé parce que, j'ai une nature un peu curieuse de base. J'avoue que j'aime bien, lire, j'aime bien, me renseigner, m'informer et cetera. Et là, avoir la possibilité de pouvoir, rédiger, enfin, du coup, déjà choisir les thématiques qui me plaisent, premièrement, et de pouvoir les traduire et les proposer dans un journal, ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et j'avoue que je me suis vraiment éclaté. Je l'ai été pendant 2 ans. J'avais une super équipe avec moi. C'était vraiment, une belle expérience et d'ailleurs, on avait même été récompensés. Il y avait une sorte d'association, nationale qui promeut comment dire? Le journalisme jeune OK. et effectivement, il y a des catégories collège, lycée et on avait remporté, le prix du meilleur journal étudiant. Alors ça remonte il y a quelques années, mais ouais, 7-8 ans Ah, c'est trop et bien. ouais, ça avait été une belle réussite. On était assez fiers, au C'est complet. trop bien. Là, si tu as un souvenir marquant ou un prof marquant dans ton parcours? Moi, Oh, il y en a quand même eu plusieurs, hein, des c'est profs les petites marquants, hein, madeleines mais que j'aime bien récupérer. ouais, ouais, ouais. Très bonne question. Bah, faut que je réfléchisse un petit peu parce que, Ou un j'en TP, particulièrement, ouais, compliqué ou ah, bah, alors du coup, alors si vraiment il y a comment dire? Un souvenir marquant, bah, je pense que tout la promo, 2020 va penser à la même chose que moi. Ça a été notre stage parce qu'on s'est retrouvés, jetés un peu, alors je vais pas dire en proie, après, c'était la faute de personne mais c'est vrai que nous, on a été diplômés en plein covid. ah oui. Donc notre stage de 6e année, ouais, c'était très particulier parce que, bah, on avait quasiment enfin, on n'a pas pu faire, bah, situation sanitaire obligeant, hein. On n'a pas pu faire nos animations de stage. On a passé vraiment à une sorte de d'oral un peu vite fait pour, valider, le stage pratique. Enfin, c'était dur. Vraiment, j'ai un souvenir, de semaines compliquées avec un contexte sanitaire, avec un contexte économique, avec un contexte de formation qui était ouais, vraiment pas agréable du tout et ça, je pense que si, des pharmaciens qui ont été diplômés en 2020, écoutent ce podcast, ce que j'espère, je pense que ces pharmaciens-là partageront un peu, la même impression que moi. Le stage de 6e année, ça nous a marqué parce que, ouais, on a été un peu, Ouais, un baptême du feu un un peu violent. ouais, un peu ouais, ouais, pour c'est un beau terme, ouais, un baptême du feu parce qu'effectivement, ben, on n'avait pas les réponses tout de suite. D'ailleurs, on n'a peut-être pas encore toutes les réponses sur, toutes les questions qu'on pourrait nous poser et c'est vrai que, ouais, c'était un temps un peu dur. Ouais, On c'était, était beaucoup sollicités et puis, ouais et puis à frayeur, le contexte faisait que, c'était assez dur. ouais, Mais OK. sinon un prof qui m'avait beaucoup marqué, moi j'aimais beaucoup les profs de pharmaco, notamment madame Sick, Émilie OK. Sick. Ouais. Je trouvais qu'elle avait un naturel pour, présenter des concepts qui sont pas toujours hyper, simples. Enfin, je vais pas mentir, mais c'est vrai que la pharmaco, parfois c'est un peu dense, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses à apprendre et tout. Mais, je trouvais qu'elle avait un certain naturel pour, apporter la notion et vraiment en toute, humilité, ouais, en toute simplicité et c'était toujours des cours qui m'intéressaient beaucoup. OK. Tu te mélangeais pas trop entre les récepteurs, les cascades de réaction, les Alors je dis pas qu'aujourd'hui mes souvenirs soient aussi frais qu'à l'époque, mais normalement ça devrait à peu près OK, aller. d'accord. Parce que c'est pas la partie la plus simple de la formation quand même, Non, hein. c'est sûr, mais je trouve que c'est celle, alors quand je discute un peu avec des étudiants que j'encadre, je trouve que c'est la partie, qui est effectivement la plus rigoureuse ou qui est la plus, qui va demander le plus d'attention, de compréhension. Par contre, c'est celle qui fait pleinement notre cœur de métier. Enfin, je suis Ah oui. désolé, mais voilà, Ah oui, oui, aujourd'hui, le lien entre le chimiste et le médecin, bah, ah c'est à bah ce moment-là, quoi. c'est ça, le pharmacien, il est enfin, il doit être pharmacologue. Je pense que c'est, une notion et on va dire un bagage qu'il ne faut pas prendre à la légère et il faut, recycler ses connaissances, il faut les remettre au goût du jour parce que malheureusement et heureusement, la pharmacologie, évolue très rapidement et quasiment, de jour en jour. Mmh. Et c'est vrai que moi, si c'est un conseil que je pouvais donner aux étudiants que j'encadrais, c'était je sais que la pharmaco, c'est pas marrant, je sais que c'est pas des bons moments qu'on passe. En revanche, voilà, faut que ça soit maîtrisé parce que c'est notre cœur de métier, c'est notre expertise et c'est notre rôle. Ouais, OK.
Bah, je suis bien d'accord. Mmh. Est-ce qu'on peut passer aux pratiques du terrain aujourd'hui? Alors, Ouais. on va commencer par la pharmacie officinale parce que tu as pas mal de casquettes. Pharmacie Mmh. officinale, tu es à Marlenheim actuellement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai été alors j'ai vraiment commencé tout jeune étudiant à la pharmacie du Pont d'Europe à Strasbourg, OK. dont un des profs d'ailleurs, enfin dont le titulaire monsieur Rubinstein, donnait des cours d'homéopathie, qu'on s'était encore enseigné à la fac. J'y ai travaillé à peu près 3 4 ans, puis après je me suis dit: «Bon, ben, j'ai vu ce que c'était un peu la pharmacie de ville» et une pharmacie un peu spécialisée puisqu'ils faisaient, beaucoup de préparations homéopathiques. Je me suis dit: «Bah, je veux passer un peu en rural». Donc je suis arrivé à Bitche, parce que moi je suis originaire du pays de Bitche, donc secteur Moselle proche, Niederbronn et Haguenau par exemple, pour situer un petit peu. J'ai été à Bitche et ben, puis après, diplômé à Bitche, j'y ai exercé pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans et puis après, ben, le destin a fait que j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie et du coup, j'ai rejoint mon conjoint, dans le Bas-Rhin, donc du coup, proximité de Strasbourg. Quand je suis, arrivé dans le Bas-Rhin, bah, c'est là où je me suis pas tout de suite positionné sur une officine. J'ai d'abord fait des remplacements pendant à peu près 3 ans aussi. Ce qui m'a permis de voir aussi, bah, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, ce que je voulais retenir, de certaines expériences et ce que je voulais moins retenir et du coup, bah, là, depuis novembre, j'ai «posé mes valises» entre guillemets, à la pharmacie de Lange à Marmenheim, c'est ça. OK, d'accord. Alors, la pharmacie d'officine, c'est une question que je pose à toutes les personnes, que j'interviewe, mais, est-ce que tu peux me faire une journée type d'un pharmacien officinal? Alors je sais qu'il y a pas de journée type, Ouais, qu'aucune c'est journée se ressemble, mais ouais. globalement, quels sont les pratiques, les gestes qui reviennent? Je sais pas moi, la comptabilité, la Mmh mh. dispensation, les visites à domicile ou ce genre de choses? OK. Alors du coup, bah, moi je là, le retour que je vais faire, c'est surtout l'organisation telle qu'on l'a adoptée, à la pharmacie dans laquelle j'exerce, hein. Je pense qu'il y a autant d'organisations qu'il y a potentiellement de pharmaciens ou d'officines différentes. Donc du coup, c'est vraiment mon expérience personnelle. Bah, grosso modo, moi j'arrive, le matin à peu près à 8h15, 8h20, donc un petit quart d'heure, 10 minutes avant l'ouverture. Généralement, je vais prendre connaissance éventuellement des messages importants qui auraient pu être, donnés la veille ou pas, si j'étais présent ou absent de l'officine. On lance les comment dire? On lance les le système informatique, ouverture à la patientèle. Grosso modo, ça va être, beaucoup de délivrance, beaucoup d'accueil de patients. Donc après, la délivrance de médicaments, de conseils dans différents domaines, que ça soit, la micronutrition, la phytothérapie, l'aroma, la dermo et cetera. Beaucoup de vaccinations. On est une pharmacie où on a soit beaucoup de vaccins qui sont déjà prescrits par le médecin, ou alors, on est aussi très souvent prescripteurs, nous, et les patients viennent directement avec leur carnet de vaccination en me disant, «Oui, je sais qu'à 25 ans, je suis censé faire ce rappel-ci» et cetera et donc du coup, bah, on étudie avec eux, leur carnet de vaccination et leur propose les vaccinations qui seraient potentiellement à faire. On fait aussi pas mal de TROD, notamment des TROD cystites. Donc ça, c'est, Ouais, voilà, les jeunes femmes entre 16 et 65 ans qui se présentent spontanément avec des symptômes type brûlure mictionnelle. On va ouais. les accueillir, évaluer si, ça relève d'une consultation pharmaceutique, hein, d'une intervention pharmaceutique ou alors si des signes sont plutôt évocateurs de voilà, de je sais pas, d'une pyélonéphrite ou autre chose, à ce moment-là, on les redirige plutôt vers le médecin. Donc on fait beaucoup de ça aussi, beaucoup de prescriptions, du coup, délivrance d'antibiotiques, chose qu'on faisait pas forcément encore il y a quelques années. Ouais, c'est vraiment les évolutions du métier du pharmacien, ça. Ah oui, ah bah, c'est bah, on va dire le 1er, la le 1er pas en avant, ça a été le fait de vacciner. Ça a Ouais. été une avance, mais même, dans la manière conceptuelle d'envisager jamais le pharmacien n'avait administré un médicament jusqu'à ce moment-là. Enfin, Oui. ça a été une avancée, un pied en avant assez dingue et puis aujourd'hui, il faut pas se mentir, hein, le pharmacien relève totalement le défi. Enfin, je veux dire, la vaccination Covid et grippe, dans un premier temps, on a bien vu que le pharmacien a su s'adapter à la demande et retrousser ses manches et Mmh. aujourd'hui avec le droit de prescription sur les vaccins qui relèvent du calendrier vaccinal, c'est vrai qu'on devient un acteur à part entière et puis les gens se renseignent, viennent nous voir, là on a eu, tout simple bah, avec le en termes d'actualité, il y a par exemple, l'explosion des cas de méningocoque B, en Grande-Bretagne. Mmh. Ça avait un petit peu, alerté, bah, des parents, d'adolescents ou de jeunes adultes. Bah, c'est vrai que voilà, on est aussi à ce moment-là un interlocuteur de choix parce que disponible, sans rendez-vous, sans moyennant aucune consultation, hein. Ils viennent simplement, nous posent la question. Si oui ou non ils sont éligibles ou si c'est effectivement indiqué ou pas, c'est à ce moment-là qu'on va avoir notre rôle à jouer et qu'on va pouvoir proposer la vaccination, la prescription nous-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer.
et je pense qu'on aura peut-être demain d'autres missions encore qui vont se rajouter et heureusement d'ailleurs. OK, super. Mmh. Ouais et puis ça permet de enfin le maillage des pharmacies sur le territoire français, ça permet vraiment de supporter tous ces besoins et de Tout à d'aider à fait. la santé publique France, quoi. Alors après la problématique aussi, c'est que le maillage commence un petit peu Oui, à se il y a des trous. fragiliser, hein. Ouais, exactement, hein. On n'a pas fait grève pendant, quelques mois l'année dernière pour le plaisir. C'est qu'il y a une réelle, il y a une réelle fragilité économique qui commence à s'installer pour le pharmacien d'officine et c'est vrai que, c'est parfois compliqué de voir que d'une part, les comptes ou la trésorerie s'amenuise ou se réduit un peu comme peau de chagrin et qu'à côté de ça, il faut relever les manches parce qu'il y a des nouvelles missions qui se rajoutent. On nous offre, d'autres éléments à adopter et à proposer, pour la santé publique, hein. C'est ça notre objectif de base et c'est vrai que, on c'est une réalité aujourd'hui. Le maillage, se fragilise, chaque jour un peu plus. Alors j'avais une question, oui, sur les entretiens pharmaceutiques, parce que ça Mmh. fait partie des missions du pharmacien qui Tout sont à fait. assez valorisantes et rémunérées. Mmh. Est-ce que toi tu en fais? Est-ce que ça se met en place? Est-ce que Alors nous, non. Alors à la pharmacie Lange à Maristes, on en propose, 3. Le premier, c'est ce qu'on appelle un entretien court, c'est, l'entretien femme enceinte. Donc ça, c'est dès lors le début de la grossesse jusqu'à, l'accouchement, au final. On peut recevoir c'est un entretien qui dure, grosso modo 5 à 10 minutes. On reçoit la femme enceinte en entretien et en fait, alors le message premier, c'est surtout, la notion de iatrogénie médicamenteuse. C'est, d'expliquer que de base, la consommation d'un médicament n'est jamais anodine, elle est encore moins lorsqu'on est enceinte. Ça, c'est vraiment le premier message qu'on fait passer et que, avant, voilà, de prendre n'importe quel médicament, même le plus, anodin qui soit, hein, je sais pas, une pastille, pour, des maux de gorge ou autre, il serait préférable de se référer à son médecin de famille, son gynécologue, sa sage-femme ou alors à son pharmacien, parce qu'on est aussi apte à pouvoir, nous positionner, à pouvoir prodiguer un conseil et après effectivement, l'entretien en fonction des besoins qu'on a en face vont, s'articuler notamment autour de la vaccination de la femme enceinte, le mmh rappel grippe ou VRS s'il y a effectivement besoin, si on est dans la saisonnalité. Le rappel coqueluche aussi, qui est important et qui est assez souvent boudé. Faut pas se mentir. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui ne veulent pas se faire vacciner lorsqu'elles sont enceintes, parce qu'elles comprennent pas que, cette naissance et ce passage des 0-2 mois du nouveau-né où il y a pas de protection parce que les vaccins n'interviennent qu'à partir du 2e mois de vie, c'est souvent, voilà une étape un petit peu compliquée, surtout que la coqueluche recircule, mh. faut pas l'oublier. Donc souvent, on va mettre un gros accent là-dessus et puis après sinon ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être la notion, les risques parasitaires, toxo ou de bactériaux, la Listériose, la brucellose et cetera. On peut faire un rappel là-dessus, on peut parler de la compression veineuse, on peut parler, de la supplémentation en acide folique. Toujours est-il, voilà, que c'est un petit concentré d'informations. Souvent, on leur donne aussi un peu des brochures pour qu'elles puissent, s'informer, revenir nous voir. Voilà, c'est un premier entretien qu'on propose, qui est souvent bien perçu, enfin que les patientes aiment bien parce qu'il peut être fait assez rapidement. Enfin, un rendez-vous 5-10 minutes, vous la prenez, directement dans la cabine d'entretien et puis, c'est rapidement fait, c'est rapidement proposé, c'est Oui, rapidement, voilà, c'est la dame n'a pas besoin de revenir, de prendre rendez-vous et cetera. Donc ça, c'est c'est le premier entretien qu'on propose et après il y a 2 entretiens un peu plus longs, donc notamment les bilans partagés de médication. Donc ça, c'est pour, les patients qui bénéficient de traitements chroniques avec plus, avec un nombre de 5 ou plus, DCI différentes. Donc voilà, imaginons un patient hypertendu, diabétique, par exemple, il atteint rapidement les 5 DCI, de manière chronique. Eh bien, on va lui proposer ce qu'on appelle un bilan partagé de médication. L'objectif, c'est de faire un petit peu en revue, son traitement actuel. L'objectif aussi, c'est d'avoir sa perception à lui, parce qu'il y a parfois des choses qui sont, perfectibles, hein, je sais pas, ce comprimé-là a un mauvais goût. C'est tout bête, hein, mais oui, ça peut, ça permet l'adhérence, quoi. c'est ça, c'est exactement. On peut avoir des freins à l'observance, comme dit, donc ça peut être des problématiques de goût, de praticité. C'est tout bête, hein, mais j'ai une personne qui a, par exemple, des atteintes rhumatismales, c'est vrai que, peut-être des comprimés contenus dans un flacon seront plus simples à manipuler qu'en plaquettes. C'est parfois des interventions toutes simples, mais qui ont le mérite d'exister et puis que seul le pharmacien peut faire, par exemple, Oui. pour justement, voilà, permettre une meilleure adhérence, meilleure observance
un meilleur suivi du traitement et cetera. C'est aussi intéressant, par exemple, pour les chirurgies programmées, parce que quand les patients doivent, par exemple, se rendre chez l'anesthésiste et cetera, qui a, 12 heures d'eau différentes, celle du cardiologue, du diabétologue, celle du, médecin traitant qui n'est pas parfois en adéquation avec les spécialistes, bah, le pharmacien peut être là et proposer ce bilan partagé de médication qui refait un peu une synthèse de tous les traitements et souvent c'est assez bien perçu par les anesthésistes. Ils aiment bien ce type de retour-là. Voilà, donc ça c'est, le bilan partagé de médication et le dernier enfin, c'est le bilan de prévention. Donc le bilan de prévention, il est un peu plus récent. Son objectif, à l'inverse, c'est plus de forcément parler de traitement, plutôt de parler de moyens de prévention et des bonnes manières à adopter pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Alors c'est pas tout le monde qui peut être, éligible à ça, c'est les patients qui sont âgés soit entre 18 et 25 ans, 40-45, 60-65 ou 70-75. Ces patients-là, en fait, ils vont répondre à un auto-questionnaire qui vont, en fait, cibler différentes thématiques. Alors ça peut être, santé sexuelle, santé auditive, santé bucco-dentaire, nutrition, prévention des maladies, cardiovasculaires et cetera et en fait, en fonction de l'auto-questionnaire qu'ils vont remplir et des réponses qu'ils vont donner, bah, le pharmacien va, par exemple, cibler une ou 2 thématiques qui vont être, peut-être plus intéressantes d'aborder avec la personne. Il va les OK. proposer et l'objectif au cours de l'entretien, c'est vraiment un entretien motivationnel. C'est-à-dire que le pharmacien n'est pas en face pour dire, «Il faut faire ça, ça et ça». Ça n'a aucun intérêt. On sait très bien que les personnes n'adhèrent pas à des démarches de prévention lorsque le praticien ou le professionnel de santé impose véritablement quelque chose. Donc du coup, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on va discuter avec lui. La question toute bête, c'est, bah, voilà, aujourd'hui, vous vous rendez compte que, vous avez pris du poids sur les 5 dernières années. Qu'est-ce qui aujourd'hui sont des freins pour vous? Quelles sont les habitudes qui alimentent, on va dire cette situation de prise de poids? Et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire ou que vous pourriez envisager de faire pour, eh bien, pallier à cette problématique-là et trouver des solutions? Et en fait, en aucun cas, c'est le pharmacien qui va c'est aucunement moi qui les impose. C'est véritablement, bah, le patient qui va dire: «Bah, oui, effectivement, je pourrais, me promener avec mon chien tous les soirs une demi-heure». Très bien, ça s'inscrit totalement dans cette démarche-là et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, comment dire? On rédige ce qu'on appelle un plan de prévention personnel où, en fait, il est co-rédigé. C'est-à-dire que moi, je propose une version et le patient qui est en face de moi me dit: «Bah, sur ça, je suis d'accord, sur ça, je suis d'accord aussi» et cetera. Et l'objectif, c'est qu'avec ce petit tableau-là, bah, il le patient puisse se souvenir et vraiment, mettre, en exercice, mettre dans la réalité les mesures qu'il a évoquées avec le professionnel, pour se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Et est-ce que vous faites des visites à domicile aussi ou pour les livraisons ou quoi que ce Ouais, soit? alors Ou des c'est vraiment livraisons juste, effectivement on les propose. Alors à la pharmacie de Lange, c'est, soit par exemple les apprentis, soit certaines préparatrices qui se chargent de OK, faire des livraisons. On fait aussi de la prise de mesure ou éventuellement de l'installation. Je sais pas si un jour, il y a du matériel médical, en fonction de s'il appartient à notre parc ou alors à celui du fournisseur avec lequel on travaille. Effectivement, on peut être amené à devoir faire de la visite à domicile, mais c'est plus, voilà, vraiment de l'installation, c'est ponctuel, ou un ouais. mo voilà, c'est ça, c'est un motif assez particulier. Sinon, alors à la pharmacie de Lange, on a un réseau d'infirmières qui sont, très impliquées et j'avoue que souvent, on n'a pas besoin de passer par la visite, pharmaceutique à Oui, vous domicile. avez les retours. C'est ça. En fait, l'infirmière est là, elle gère et puis si vraiment il y a une problématique, ça se passera plutôt avec l'infirmière qu'avec le patient. OK, d'accord. Voilà. Et avec tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant en pharmacie qui se dit que l'officine, c'est trop répétitif, c'est la même chose tous les jours et que du coup, je vais faire, je sais pas moi, l'internat ou je vais faire, Mmh mh. l'industrie ou un truc, qui a l'air plus stimulant, Ouais. qui aurait Alors, l'air. l'officine, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est, une palette de possibles. Il y a une richesse de trajectoires, de stratégies qu'on peut choisir pour sa carrière ou pour, son officine si un jour on souhaite s'installer. Mais, par exemple, je suis titulaire d'un DU d'ortho. Mmh. C'est-à-dire que, ben, je suis habilité à pouvoir faire du sur-mesure ou de l'appareillage de certains dispositifs qui sont particuliers, où il faut une formation préalable et cetera. Bah, par exemple, j'ai donné un exemple, le sur-mesure, ça n'est jamais la même chose. Enfin, je veux dire, vous allez avoir un patient avec un manchon, vous allez avoir un patient avec, je sais pas, des collants sur mesure parce que la personne souffre d'un lipœdème ou d'un lymphœdème. C'est une expertise particulière et de ce fait, bah, mes journées ne se ressemblent quasiment jamais. Et puis je pense qu'il faut aussi que vous il y a le comptoir, c'est sûr, c'est une chose qu'on voit toujours, mais je pense qu'il y a, un peu
une pratique, un exercice pour presque chacun d'entre nous. Ceux qui sont peut-être plus branchés par la partie commerciale et on a le droit d'être intéressé. C'est pas trop mon cas à moi, mais on a le droit d'être branché par, effectivement l'aspect commercial, gestion de commandes, de laboratoire et cetera. Ben, en officine, on peut s'éclater là-dessus. On peut vraiment soit seconder le titulaire, soit devenir titulaire soi-même. Là, c'est vraiment de la gestion commerciale, de remise, hem ça peut être du merch, ça peut être beaucoup de choses qui sont avec un aspect très mercantile, mais ma foi, il en faut et c'est aussi comme ça que l'officine, fonctionne. Moi, je sais que je travaille aussi beaucoup sur, effectivement l'appareillage, l'orthopédie sur mesure. L Il y a aussi toute la notion un peu, administrative qui est derrière, la gestion du tiers payant. C'est un vrai levier de travail, une vraie activité au sein de l'officine. Donc moi, mes journées, au final, elles se ressemblent vraiment pas de trop. Entre les entretiens pharmaceutiques, la gestion du tiers payant, le sur mesure, Oui. vraiment l'activité de délivrance, je suis toujours stimulé par autre chose. Enfin, je Tu toujours dans et l'action, ouais. toujours. Enfin, je peux pas dire, aujourd'hui je me suis ennuyé à la pharmacie. Ouais, non, ça m'est jamais arrivé et puis je pense que ça m'arrivera pas de sitôt parce que, j'arrive à trouver, des domaines d'intérêt et des choses qui m'intéressent et puis si demain, on peut très bien avoir des pharmaciens en officine qui veulent se dire: «Bah, moi, la préparation magistrale, ça m'intéresse. Je veux, faire des préparations, je veux relancer cette activité-là». Il y a des personnes qui vont faire, il y a plein d'idées. Il y a des personnes qui vont faire, de l'application de prothèses mammaires. Enfin, c'est des choses qui sont hyper diversifiées et qui se diversifieront encore plus, dans les années à venir. Donc voilà, vraiment pas s'imaginer que le pharmacien, c'est juste, la blouse blanche, plantée derrière son comptoir. Pas du tout. Il y a énormément de choses à faire. Il y a plein de choses différentes et plein de secteurs d'activités qui méritent d'être connus. Même pas développé, mais juste connu pour savoir qu'effectivement ça existe et qu'on peut, s'éclater, comment dire? S'éclater ou alors s'épanouir dans ces domaines-là. OK. Et donc tu parlais des évolutions qui vont arriver. Mmh. Toi, tu vois quoi comme évolution? Est-ce que, par exemple, l'IA pourrait avoir un impact, sur le rôle du pharmacien? Est-ce que, alors, je sais pas si vous avez un robot dans votre pharmacie, c'est pas le cas Si, encore de toutes les pharmacies? OK. ouais, nous on a un robot, parce qu'on la pharmacie a transféré il y a à peu près 2 ans et demi. Donc effectivement, elle s'est vraiment modernisée à ce moment-là. L'IA a déjà fait une petite place, dans les officines. Il y a notamment certains, éditeurs de LGO, de logiciels de gestion officinale, qui par exemple, eh bien, proposent une solution avec l'IA ou avec un Mmh. prémisse de l'IA pardon, pour la gestion de stock. C'est vrai que OK. moi je me souviens à l'ancienne, hein, où, vraiment on devait se dire: «Ah oui, on arrive au printemps, on va peut-être, bah, je sais pas, doubler nos stocks d'antihistaminiques parce que, ben, les pollens vont bientôt arriver» et cetera. Aujourd'hui, l'IA, elle le fait, à notre place. Il voit l'augmentation des volumes, des demandes, des promis et cetera et adapte le stock en conséquence de ça. Donc OK. ça, c'est assez, c'est déjà présent, c'est déjà là pour nous aider. Il y a aussi des solutions qui existent, par exemple, sur le contrôle d'ordonnance. Alors, j'émets toujours une réserve parce que je me dis que, l'IA peut très bien faire les choses, mais, le fait qu'il y ait un humain qui soit derrière, pharmacien, qui puisse effectivement statuer, ça reste quand même un élément Ah mais plutôt toujours, indispensable, voilà. toujours. Parce que je sais que alors les pharmaciens le savent, mais c'est vrai que le sens commun, la population générale ne se doute pas de toute la réflexion, qu'il y a dans notre Mmh. esprit quand on a une ordonnance en face de nous, hein. C'est pas juste déchiffrer, tu le sais toi-même, hein, Ouais. c'est pas juste déchiffrer une prescription, parfois on s'amuse même, on dit: «Ah bah, vous arrivez à déchiffrer les hiéroglyphes du médecin». Oui, non, c'est pas juste On n'est ça. pas formé à Il y a ça. C'est ça, il y a une vraie analyse derrière, voilà, il y a une évaluation de la posologie, du poids, de la situation clinique, des interactions et cetera. Mais il y a aussi de plus en plus, l'IA qui se développe là-dessus, OK. qui arrive à nous aider, à nous alerter sur effectivement, la correspondance n'est pas réellement, en place avec, la prescription qu'avec ce qui avait été délivré. Est-ce que c'est normal? Oui, non. Donc je pense qu'effectivement on va pouvoir s'aider de l'IA. Après il faut juste pas qu'on se fasse dépasser. Ça, c'est un autre élément. Je pense Oui. qu'il y a toujours un peu le revers de la médaille. Moi, je suis très, optimiste et très enthousiaste à l'idée de l'arrivée d'IA. Après, voilà, je me dis que, l'IA n'aura jamais un diplôme d'état de docteur en pharmacie, il sera jamais pharmacien à notre place et Mmh. donc voilà, toujours essayer de garder voilà, de pas, déléguer nos responsabilités à la simple IA, mais de se dire qu'on a un outil, qu'on s'en sert, que ça nous aide, que ça nous libère du temps. Ça nous rend plus efficaces, certes, mais, dans tous les cas, il faut toujours qu'on garde, notre expertise, notre capacité de décider et de faire un choix, qui soit le plus juste possible pour le patient. Oui, bah, c'est comme les logiciels pour les radiologues, ça fait quelques années qu'ils ont ça. Mmh. Il y a toujours un double contrôle par le Ouais, c'est radiologue ça. et ça permet d'aller plus vite et de pas louper d'infos et mais faut faire attention autant aux faux positifs qu'aux faux négatifs donc C'est il y a ça. besoin Ouais, d'un non, humain. c'est exactement. OK.
Et alors moi, je suis pas une pro en IA, mais au niveau de alors, il y a eu des discussions au moment du, dossier médical partagé, où il y a beaucoup de Mmh. patients qui étaient réticents, mais pour, s'il y a des ordonnances qui sont traitées par l'IA, est-ce que dans la confidentialité des données, il y a des choses, particulières qui sont prises en charge? Est-ce que les données sont stockées en France? Est-ce que tu es un peu au courant de ces choses-là ou pas du tout? Parce que quand Alors, ça touche le stock, à la rigueur, on s'en fiche. mmh. Quand ça touche aux patients, c'est un peu plus délicat. Alors, moi je oui, non, mais c'est certain et puis, nos données personnelles sont des données précieuses et elles méritent d'être, effectivement défendues et conservées du mieux possible. Alors moi, la solution que je présentais par exemple avec le contrôle d'ordonnance, c'est quelque chose que je connais et que j'ai vu. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais remplaçant, je remplaçais peut-être 1 ou 2 jours et je n'utilisais pas le module en question, parce que je n'étais pas formé et que je me disais: «Ben, je préfère contrôler tout seul que mal Mmh. contrôler avec un outil». Donc j'avoue que par exemple sur le contrôle d'ordo, je ne saurais pas répondre. En revanche, par exemple pour tout ce qui est bilan et entretien, nous on travaille avec une, petite start-up, du Bas-Rhin, de Fulgrisheim, si les OK. personnes voient un peu d'où c'est. C'est proximité de Strasbourg, hein, mais ça avait été, développé par un pharmacien Raoul Santucci, ça te parle peut-être? Tu De connais nom, ouais. peut-être, De Voilà. nom, ouais. Il a développé un outil vraiment pour, promouvoir, tout ce qui est bilan de prévention, bilan de partage de médication, les autres entretiens à l'officine, qui s'appelle Les Murs Innovation et eux utilisent effectivement, de l'IA à notre service pour qu'on, voilà, puisse analyser plus facilement, par exemple, les auto-questionnaires des bilans de prévention et cetera. Je sais que par exemple, eux veillent vraiment à anonymiser, la donnée. OK. C'est-à-dire que, je si je ne connais pas le numéro, d'identification de mon patient, je ne vais pas le trouver en disant qu'il s'appelle par exemple, Gaëtan Weil. Si je tape Gaëtan Weil dans je ne le trouverai nulle part. C'est impossible que je le trouve Ouais. et en fait, le numéro d'anonymat, c'est uniquement, le patient, par exemple, qui remplit son auto-questionnaire qui va avoir, véritablement, son numéro. Je ne peux pas le deviner à l'avance, il est donné de manière totalement aléatoire et eux stockent effectivement leurs données, effectivement, là où il faut en France, ils les sécurisent au maximum. Donc pour eux, je OK. peux répondre. Je sais que c'est même d'ailleurs un de leurs arguments, quand ils proposent leur solution, Les Murs Innovation. C'est vrai que, ouais, on a quelque chose qui on sait c'est sécurisé et on sait qu'on n'a pas trop souci à se faire à ce sujet-là, quoi. OK. OK, ouais, c'est intéressant parce que c'est vraiment les questions que se posent les gens aujourd'hui de plus Mmh. en plus avec l'IA et alors, chose très drôle, j'ai vu que ChatGPT, ça c'est aux États-Unis, mais ChatGPT avait sorti une version santé spécialisée Oui. pour répondre aux questions des gens type Doctissimo, mais encore pire. Est-ce que toi, tu as des gens qui arrivent au comptoir en ayant déjà fait un autodiagnostic, via l'IA de J'ai eu le cas il y a 2 3 semaines. Alors c'était pas un Français, c'était un patient, étranger. Si je dis pas de bêtises, il devait être, alors soit anglais, soit écossais, enfin bref, on va dire, Royaume-Uni. Et en fait, le patient se présente avec, une chic, hein, vraiment une de un je devine un abcès, mais vraiment une joue très mmh gonflée, il me dit qu'il a mal aux dents et qu'il a demandé alors à ChatGPT ou je sais plus quelle version machin et alors comble du conseil, il proposait de l'ibuprofène. Donc du Ouais, coup, OK. voilà et là, je me suis vraiment dit, j'ai fait: «Ouais, il y a encore des améliorations à faire valider». C'est pas encore totalement abouti. Du coup, je lui explique. Ça a été assez compliqué de désamorcer, la parole de l'intelligence artificielle en me disant, «Mais non, mais c'est écrit sur mon téléphone, il a bien compris mes symptômes» et cetera et bon, du coup, j'ai refusé de lui délivrer ça et je lui ai donné autre chose, hein, c'est pas du tout ça la question. Mais c'est vrai que, alors j'attends de voir parce que bon là, je fonde mon expérience que sur, une question et une demande au Ouais, comptoir, mais en l'occurrence, ça a pas été forcément l'intervention comment dire? La plus sécuritaire et la mieux pensée pour ce cas clinique-là, quoi. Mais je pense que ça va arriver en France, hein. Les personnes se documentent de plus en plus, alors bien ou pas bien d'ailleurs, parce qu'il y a parfois des patients qui sont presque plus experts que nous sur certaines oui, maladies, hein. bah, il y a les patients experts, enfin C il y a des associations de patients c'est experts ça, et tout à ça fait, pour le hein. coup qui viennent former dans les facs, Tout à fait. mais c'est encore autre chose que le patient qui a juste, parlé avec Mmh. l'IA et qui a sorti un diagnostic, C'est quoi. ça. Comme dit, j'ai expérimenté une fois la chose, voilà, j'ai l'ibuprofène sur un potentiel excédentaire. J'avoue que j'étais pas convaincu par l'offre de ça, OK. quoi. OK, d'accord. J'avais eu moi, enfin je raconte un peu ma vie du coup, mais quand je travaillais en officine pendant mes études, des gens qui étaient venus chercher une crème pour un abcès dentaire parce qu'en fait, il y avait une rougeur sur la joue et donc ils voulaient juste Ah une oui, crème pour faire disparaître la rougeur. ouais, bien Je leur sûr. ai expliqué que là, Ça va être compliqué, quoi. c'est Ouais, ouais. voilà. Mais ouais, on a des cas souvent très drôles en Ouais, pharmacie. mais par contre, en fait, moi, ce qui On alors se sent c'est utile. drôle. En fait, c'est drôle pour nous,
parce qu'on se dit, ouais d'accord, enfin, parce qu'on a ce recul-là, mais moi ça m'inquiète aussi dans un 2e temps, parce que je me dis que les personnes accordent un crédit, presque total à l'intelligence artificielle, alors que la personne, enfin le pharmacien qui est en face de lui, il doit presque sortir les rames pour pouvoir, désamorcer un peu le mauvais conseil qui avait été donné par l'IA, pour qu'au final, en fait, on sorte les rames et pour qu'on puisse dire: «Non mais attendez, c'est pas approprié, ça n'ira pas, ça ne convient Oui, pas, ça ne fonctionnera pas» et c'est particulier comme exercice. Enfin, on n'est pas trop prêt à ça, je on pense. n'est pas trop près, ouais. Mais je pense qu'on peut avoir une pensée émue pour les médecins qui font face à la même chose. Oui, mais alors encore, je pense que le médecin a une figure d'autorité un peu différente. C'est que alors moi, je le vois parce que je l'entends à longueur de journée et que, il y a quand même encore aujourd'hui l'idée que le pharmacien, se fait pas un argent un peu sale, mais profite un peu de la santé de la Ouais. mauvaise santé des gens et on a quand même parfois encore la chose où on entend, «Mais c'est ce que vous voulez me refiler parce que ça vous arrange, que ça vous file le stock, ça arrive bientôt en péremption» et Mmh. cetera. Alors qu'en fait, non, enfin je veux dire, moi demain si, je suis pas convaincu d'un produit, je vais pas le délivrer, enfin je veux dire, et je vais préférer la solution que je propose toujours et qui fonctionne et où je sais que j'ai un bon retour. Mais le médecin a une figure d'autorité parce qu'il a pas d'enjeu économique. Enfin, Oui, sa il est consultation, il la recevra réglée, enfin, elle sera quoi qu'il réglée quoi arrive, qu'il ouais. arrive. Le pharmacien, bah, on peut peut-être se dire, bah, peut-être qu'il gagne, je sais pas, 20 de marge en plus sur ce produit-là s'il le vend comme ça et cetera. Donc il y a, autant les médecins je compatis parce que je pense qu'ils doivent avoir des sacrés numéros dans leur cabinet. Mais c'est vrai pour le pharmacien, il y a encore cette notion aussi un peu de mercantile qui se rajoute et qui, complique un peu la situation, quoi. OK. Bah, merci beaucoup. Alors le temps file, donc on va pouvoir passer Mmh. au cœur du sujet Ouais. qui est ton engagement comme, pharmacien, donc sapeur-pompier volontaire. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, là, en quoi ça consiste? Comment on arrive là? Quelles sont, les formations nécessaires, ce genre de choses? Alors du coup, moi, comment je suis arrivé chez les pompiers? Alors de base, en fait, j'ai eu un premier engagement en Moselle. Du coup, quand j'étais tout fraîchement diplômé, j'ai commencé grosso modo fin 2020, début 2021. Parce que c'était toujours quelque chose que je voulais faire. Mais je m'étais juste dit, «J'attends de, finir mes études, soutenir ma thèse, bosser, trouver mon rythme de travail, classique et où je me sens bien et où voilà, j'arrive à concilier vie pro et vie perso» et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, j'ai bien envie de m'engager en tant que pompier». Donc à la base, j'étais engagé, alors chez les pompiers, c'est ce qu'on appelle le képi noir, enfin vraiment la filière, traditionnelle. Enfin, j'ai fait du secours à personne, du secours routier, de l'incendie, du sauvetage, des opérations diverses. Donc là, j'avais rejoint, bah, du coup, la caserne de mon village, enfin de Philippe-Robert-Intal, donc toujours dans le 57. Donc là, j'ai fait une première formation initiale qui dure, grosso modo 5 semaines où on revoit, ben, tout, hein, le secourisme, alors le secourisme classique et le secourisme plus spécifique du pompier, le secours routier, bah, tout ce qui est, incendie, prévention et cetera. Du coup, en sortant de là, ben, j'étais première classe, donc vraiment, enfin, homme de rang, hein, c'est vraiment le tout premier grade, quand on débute. Ça m'avait beaucoup plu, puisque du coup, ça change, ça met un peu d'action, un peu enfin, je vais pas dire de piment parce que généralement quand on nous appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est grave. Mais c'est vrai que le bip qui s'allume à 3 heures du C'est matin, l'adrénaline, ouais. voilà, c'est ça, c'est ce petit coup d'adrénaline, c'est vrai que j'ai vite pris goût et c'était vraiment, sympa. J'ai passé de très belles et j'ai appris beaucoup de choses. Alors dans le secourisme, certes, de base, mais j'ai appris qu'un feu, ça se lisait. Enfin, ça paraît très bizarre quand on le dit comme ça, mais il y a des signes, c'est presque un diagnostic qu'on fait. On voit que les fumées sont un peu grasses, on voit qu'il y a des coulures sur les vitres et cetera, donc le feu peut se comporter ainsi. C'était hyper intéressant. Enfin, je me doutais pas que c'était aussi complexe et aussi, enrichissant que ça. Toujours OK. est-il que, ben, voilà, j'ai été, 1re classe pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Du coup, bah, après je suis parti en Alsace, hein. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai demandé ma mutation puisque la gestion des pompiers, elle est départementale. Donc quand je suis passé du 57 au 67, bah, j'ai demandé mon transfert, ma mutation et c'est là où l'opportunité de potentiellement passer pharmacien, donc rejoindre le service de santé et de secours médical et d'être cette fois-ci pharmacien de sapeur-pompier et puis, sapeur-pompier classique, s'est proposée et bah, je me suis dit: «Bah, go!» Enfin, c'est une autre expérience, on va voir autre chose et puis je m'y plais toujours. Ça va faire maintenant 3 ans, bientôt 4 ans que j'y suis et c'est, toujours un plaisir.
OK, et tu y es combien de temps par semaine ou par mois ou par, je sais pas Alors comment ça c'est assez variable parce que alors là, pareil, je vais raconter à peu près comment ça s'organise et que ça se présente dans le Bas-Rhin. Il se peut que, sinon, un étudiant est intéressé par ça, que, dans sa région ou dans son département, la gestion se fait un petit peu différemment. Dans le Bas-Rhin, il y a en fait une P8 centrale qui est située à Wolfisheim, où exercent 2 pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. En l'occurrence, c'est, le docteur Benassine et le docteur Landais qui y sont. Et ces 2 pharmaciens professionnels sont secondés en fait par des pharmaciens volontaires. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est tous pharmaciens dans un autre secteur. On a un pharmacien conseil pour l'assurance maladie, on a un pharmacien titulaire d'officine, moi je suis le pharmacien adjoint et on a encore une pharmacienne hospitalière. Donc comme quoi, en fait, ça a vraiment enfin c'est assez enfin ouais, c'est rigolo parce que ça a pu intéresser des pharmaciens qui sont dans des secteurs d'activité et des exercices qui sont très différents, mais avec un point commun, c'est cette branche, sapeurs-pompiers qui nous et le rassemble fait et d'être nous unit, quoi. pharmacien? C'est ça. Donc du coup, chaque pharmacien volontaire, en fait, dispose de sa compagnie. Donc moi, je suis notamment responsable de la compagnie de Saverne et chaque pharmacien, du coup, va gérer, grosso modo, l'approvisionnement, de médicaments et d'oxygène, de dispositifs médicaux dans sa compagnie. Donc on est amené à devoir parfois seconder les professionnels. Si maintenant il y a un congé, un arrêt maladie ou autre chose, ça m'est déjà arrivé de prêter main forte un jour ou 2, par-ci par-là, à la PUI. Sinon, nous, notre mission principale, c'est, un peu perçu comme un pharmacien territorial. C'est-à-dire que sur notre compagnie, on va être l'interlocuteur numéro 1 lorsqu'il va, y avoir une question en matière d'oxygène, de médicaments et autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les VSAV, il y a du Ouais, médicament, hein, enfin, il y a des antiseptiques, il y a de l'oxygène, qui est un médicament, il y a des dispositifs médicaux qui sont parfois, spécifiques, spécialisés, enfin qu'on manipule pas, aussi simplement que, je sais pas, autre chose ou qu'une compresse par exemple. C'est des choses qui sont assez, qui nécessitent voilà une formation et autres et ce qu'il faut pas aussi oublier, c'est que là récemment, la loi Matras est parue, ce qui permet en fait à des non-soignants d'administrer sur injonction médicale, par exemple du médecin régulateur au SAMU ou au CTA Codis pour les pompiers, par exemple, alors là, ils ont validé l'injection OK. d'adrénaline sur des chocs anaphylactiques. C'est la première. Encore une fois, on fait un pas en avant, c'est la première fois qu'un personnel non soignant, c'est-à-dire que c'est même pas un infirmier, c'est C'est un pas un lambda soignant, quoi, c'est c'est le chef d'agré de la VSAV ah qui est OK. préalablement formé, hein, par le mé ah oui, oui, Ah c'est d'accord. pas ils OK. ont une formation préalable, mais par contre, c'est le chef d'agré, donc ça peut être au minimum un sergent qui va être amené à administrer, donc il va appeler le SAMU en régulation, il va présenter le bilan de sa victime. Si le médecin juge que c'est effectivement un choc anaphylactique, il va dire, bah, est-ce que la victime est en capacité de pouvoir s'auto-administrer l'adrénaline? Si oui, on laissera toujours faire la victime. Sinon, bah, c'est le chef d'agré qui va prendre le relais, s'il n'y a pas de personnel médical ou paramédical OK. autour. Donc ça aussi, c'est une vraie nouveauté, mais ça signifie que, ben, les VSAV sont maintenant enfin, vont être pourvus de ce type de médicaments-là qui, bah, pour le coup, sont strictement sous monopole pharmaceutique et qui, voilà, qui sont quand même sensibles, hein. Enfin, injecter de Bah, l'adrénaline, c'est oui, pas non déjà c'est de plus quelque chose l'injection et de puis c'est de l'adrénaline quoi. c'est OK. ça. De Voilà, c'est pas évident et puis il y a d'autres choses. Sur certaines dyspnées, peut-être qu'on va pouvoir administrer, du salbutamol ou d'autres choses. Donc c'est vrai qu'on arrive à des choses où, il faut un relais pharmaceutique. Il faut un expert du médicament qui puisse être là et qui puisse répondre aux questions et OK. cetera. Donc voilà, ça c'est notre fonction première et sinon, chaque compagnie dispose de véhicules PMA. Donc PMA, ça signifie, poste médical avancé. Donc ça, c'est des engins qui sont en attente d'intervention et qui vont être déclenchés, sur des opérations d'assez grande envergure. Grosso modo, on en subdivise 3. Il y a les opérations Novi, donc Novi pour nombreuses victimes. Imaginons alors, je touche du bois, hein, pour pas que ça arrive, mais, imaginons demain, voilà, il y a un attentat, une fusillade ou un gros accident de la voie publique qui, voilà, implique de nombreux blessés, par exemple. Eh bien, on va envoyer la cavalerie, hein, forcément, le SAMU va être déclenché, les pompiers, les infirmiers d'astreinte ou de garde vont être déclenchés, éventuellement les médecins. Mais si imaginons que vous arrivez sur place, que vous avez par exemple une dizaine de victimes, très facilement les moyens engagés vont être dépassés. On n'arrivera pas à répondre à la demande en termes de secours et à ce moment-là, on va déclencher ces véhicules-là. Donc ces véhicules sont véritablement des concentrés de logistique qui contiennent du médicament. Alors des médicaments sensibles aussi, on a de quoi faire, enfin induire, des anesthésiants, on a, des antidouleurs, on a, des médicaments, voilà, de l'atropine, on a de l'adré, enfin on a énormément de Mmh. choses dans ces camions-là. On a de l'oxygène, on a, des lots par exemple pour, faire des pansements de fortune, on a des lots de ventilation, enfin c'est vraiment comme dit un concentré qui
qui comprend énormément de médicaments. L'objectif sur ce type de véhicule-là, ça serait par exemple de prendre entre 6 urgences absolues et 12 urgences OK. relatives. Grosso modo, c'est l'objectif premier de ces véhicules-là. Eh bien, quand ces véhicules sont déclenchés, c'est-à-dire qu'on monte en puissance et que le système en place va nécessiter tôt ou tard un pharmacien, et après, on peut effectivement dépêcher un pharmacien du secteur. Donc ça peut être les professionnels, les volontaires, on peut les appeler et leur dire: «Bah, voilà, votre VPMA est engagé sur, cette intervention-là. Il y a de nombreuses victimes, ça va monter en puissance, il nous faut un pharmacien pour, bah, déployer le poste médical avancé et bah, continuer à, bah, approvisionner les médecins, les infirmiers sur place en médicaments, en dispositifs médicaux pour qu'ils puissent prendre en charge, les victimes, lorsqu'elles se OK, présentent à donc elles». vraiment un poste Voilà. pharmaceutique Donc avancé, quoi. C'est aux premières c'est lignes. ça, tout à alors on dit OK, poste ouais. médical puisqu'en fait, il va inclure aussi toute la branche, des soins et autres, mais effectivement, il y aura une pharmacie. Il y a vraiment OK. une place pharmacie qui est prévue dans ce dispositif-là. Donc ça, c'est le dispositif nombreuses victimes. Ce même véhicule-là peut être déclenché sur des interventions Ouais. NRBC. Ça, c'est une menace aussi, hein, qui existe et bah, je pense Je que tu en parleras je beaucoup je mieux que je moi. connais, mais je veux bien que tu expliques pour, nos éditeurs ce que c'est qu'un RBC. Ouais. Donc NRBC, en fait, c'est grosso modo, on appelle ça souvent les nouveaux risques. C'est tout ce qui est en lien avec les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Donc, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, des tentatives, je sais pas, d'attentats à l'anthrax, au charbon, ça peut être effectivement les nouveaux germes, ça peut être, bah, des produits chimiques qui se déversent. Tout simplement, l'Alsace est connue pour être quand même traversée par de grands axes routiers et beaucoup par des camions avec, effectivement, des produits qui sont particuliers en grande concentration. Il y a des sites Mmh. Seveso aussi, ce sont des sites avec des risques industriels particuliers parce que voilà, il y a du grand stockage de certains produits chimiques avec des risques particuliers. Eh bien, si imaginons, il se passe quelque chose, un accident industriel, qu'il se passe, un accident routier avec, un camion qui déverse, son contenu, sur, la voie publique et autres. Eh bien, on a toute une branche des pompiers, donc le risque chimique, le risque, radiologique, qui donc ce sont des experts qui sont déclenchés et bien parfois, il y a aussi des mesures de protection de la population ou des victimes qui auraient été à proximité des produits. Et bah, là, pareil, le pharmacien peut aussi être déclenché. Pareil, on met en place un PMA, on prend en charge les victimes et s'il y a besoin, on monte en puissance et on fait augmenter, les moyens logistiques et techniques qui sont déclenchés. OK. C'est la dernière branche. Il y a encore la branche, on appelle ça le SSO chez les pompiers, c'est le soutien sanitaire opérationnel. Donc là, la doctrine s'inverse un tout petit peu. On n'est plus forcément sur de l'assistance aux civils. Alors, s'il y a du civil, impliqué, on va toujours les aider, ça, c'est pas le souci. Par contre, imaginons, ben, il y a un grand incendie qui va nécessiter, le déclenchement d'effectifs, par exemple, sur une journée entière. Ça peut arriver, hein, sur les sites industriels, les incendies s'éteignent pas, par exemple, en 2 minutes, hein. Il y a toute une stratégie pour évacuer, pour, sécuriser et cetera. Bah, le pompier qu'on engage au feu, qui va être soumis à des contraintes particulières, de température, d'épuisement, d'exposition aux fumées ou à d'autres choses, bah, ce pompier-là, on ne peut pas l'engager 24 heures durant. Il va falloir à un moment donné, ou par exemple au bout d'une heure, il va être rincé, hein, il va être fatigué, il va être, voilà, il va dire: «Stop, j'en peux plus, ça commence à devenir dur». Donc on va le désengager, mais on va essayer de le reconditionner. On va faire en sorte qu'il se repose, déjà qu'il passe voir un médecin, un infirmier pour voir si tout va bien. S'il y a, de la bobologie, ben, qu'on la prenne en charge de manière un peu rapide pour vite le reconditionner. On va le faire se rafraîchir, se reposer, éventuellement, bah, se sustenter, hein, si, l'opération doit durer longtemps et ensuite on va le réengager. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le soutien sanitaire opérationnel. C'est, porter assistance au personnel et à l'effectif engagé, pour qu'en fait, bah, il puisse durer sur le temps le plus longtemps possible. La question, c'est toujours ça, il faut toujours essayer de voir ça un petit peu plus grand. Si maintenant on a un grand incendie, bah, il vaut mieux avoir 100 personnels engagés qu'on reconditionne. Alors ça va prendre un peu de temps, mais on va les reconditionner, plutôt que se dire: «On va mettre à nu, tout le nord du Oui. Bas-Rhin». Il y a plus de pompiers, mais ils sont tous sur place et dès qu'ils sont rincés, ils rentrent chez eux. Voilà, c'est à peu près ça la logique. Bah, là, pareil, sur ces dispositifs-là, le PMA peut être engagé aussi et le pharmacien peut aussi, ben, être amené à se déplacer et à venir sur place pour seconder, approvisionner, toute la cavalerie en médicaments et autres. OK, c'est hyper intéressant. Je savais pas du tout que Voilà. ça enfin, je toute cette Ouais, organisation-là, c'est assez millimétré. Alors, fort heureusement, j'ai rarement été appelé. Une fois, on m'avait contacté en me disant, «Ouais, effectivement, il se passe quelque chose dans ta compagnie, est-ce que tu es disponible?» Bon, à ce moment-là, je l'étais pas, donc voilà. Mais c'est rare, c'est vraiment rare que le pharmacien soit déclenché, mais tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Mais on a toujours cette possibilité d'être OK, projeté. C'est pour ça d'ailleurs que, ben, le pharmacien comme le pompier, pro, classique, hein, ben, on est soumis aux mêmes tests sportifs, hein. Tous les ans, on doit y aller, on a des visites médicales régulières et OK. cetera.
Donc non, dans l'optique, on peut être Et alors j'ai déclenché. 2 questions. Ça consiste en quoi les Ouais. tests sportifs? Parce que j'aimerais bien comparer avec ce que j'ai eu à l'armée. Et deuxième question, est-ce que tu as déjà, toi, à part cette partie où cette fois où tu étais pas dispo, tu as déjà été déclenché, pas en tant que képi noir, mais vraiment en tant que pharmacien, sapeur-pompier? Ouais, OK. Bah, je vais commencer par la première question. Les tests sportifs, alors, ils sont en train d'être un peu, réfléchis, repensés, modifiés. Donc les derniers tests sportifs que j'ai faits, ils datent, si je dis pas de bêtises, de mai ou de septembre dernier. Alors on a toujours un Luc Léger, l'un des modèles de Luc Léger, donc le Mmh. test du bip là où faut grosso modo on essaie d'appréhender, la VMA. Ensuite, généralement on a toujours un test du Kili, donc c'est la chaise où on a effectivement, je crois qu'en règle générale, il faudrait qu'on tienne 2 minutes. On a le gainage, on a les tractions, les pompes, OK. souplesse. J'espère n'avoir rien oublié. Tac, 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 Luc Léger. Ouais, c'est à peu près tout. Souplesse. Ils commencent à réfléchir aussi à mettre potentiellement la natation Ouais. aussi, enfin la nage dans les, alors c'est une condition, obligatoire pour être engagé en tant que sapeur-pompier, qu'on soit, dans n'importe quelle branche, il faut savoir nager. Ça, c'est une des obligations, lorsqu'on rejoint les pompiers. Mais c'est vrai que c'est pas réévalué au cours du temps pour le moment. Donc du coup, à voir, c'est vrai qu'ils réfléchissaient un peu à ça et après ils pensent aussi, alors ça, c'est peut-être plus pour la filière incendie, au parcours de robustesse où là, on est vraiment, voilà, on est équipé de l'aérie, donc c'est vraiment, l'espèce Ouais. de bouteille que les pompiers dans le dos, du masque, donc ils sont sous contrainte, de souffle avec l'aérie, ils sont équipés, ils sont lestés également et ils ont un parcours à faire, et cetera. Donc ça, c'est en train d'être repensé pour potentiellement arriver à OK, ça. d'accord. Alors ça doit dépendre des unités dans l'armée, mais c'est plus costaud que ce que moi Mmh. j'avais pu avoir en tant que pharmacien des armées. Mais ouais, Ah, ouais. c'est vrai? Ah, j'aurais dit Ah l'inverse, non, tu vois? bah, OK. nous on avait, de la course à pied, on avait de la natation avec, de l'apnée, Ouais. et puis on avait des pompes. OK. Voilà, c'est à peu près tout. Mais on n'avait pas la Bon après souplesse, on alors n'avait si on pas, ouais, ouais. Bah, alors après, bon, la souplesse, grosso modo, en fait, ces tests sportifs, c'est ce qu'on appelle ça les ICP, c'est les indicateurs de condition physique. L'objectif, en fait, alors, premièrement, c'est de tester, hein, c'est de voir si on est, apte, mais c'est souvent, en fait, un outil aussi pour à la visée médicale. Voilà, je veux dire, si demain, un étudiant veut rejoindre des pompiers et que, imaginons, il fait, 5 tractions au lieu potentiellement des 20 qui sont attendus pour cette tranche. Enfin, je ne fais pas 20 tractions, hein, je rassure tout de suite. Mais voilà, je sais que par exemple sur certaines choses, je suis en deçà. Vraiment, ce qui est très important, c'est de vérifier qu'il y ait pas de perte, de conditions physiques d'un coup. Ça, bah, le médecin va pas forcément trop l'apprécier, il va dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la santé se dégrade?» En fait, c'est un véritable outil, on s'en sert vraiment pour la visite médicale, pour apprécier ou non la condition physique. Est-ce que la condition physique se maintient? Est-ce qu'elle s'améliore? Ou dans le pire des cas, est-ce qu'elle se dégrade? Et auquel cas, bah, on peut peut-être mettre, une réserve. Oui, bah, allez faites, je sais pas, contrôler le cœur, le souffle chez un pneumologue, le cœur chez un ouais, cardiologue et OK. cetera. C'est vraiment un outil. L'objectif, c'est vraiment de voir si, bah, on se maintient dans le temps OK, ou pas. d'accord, bah, merci. Et du coup, il y avait ma deuxième question, tu as déjà été déclenché? Oui? Ah bah, du coup, non, alors j'ai failli être déclenché. Alors ça, c'était pour les OK, JO. Ouais. En fait, ils cherchaient des pharmaciens pour notamment, gérer des PMA, des postes médicaux avancés, dans les JO. J'avais presque pu partir, presque, mais bon, il s'avérait qu'il fallait un peu plus de disponibilité et à l'époque, je m'étais déjà engagé pour des remplaçants, donc j'avoue que je pouvais difficilement revenir en arrière et lui dire: «Je dégage du temps pour les pompiers». Donc ça m'aurait beaucoup plu et on m'avait aussi fait proposer de partir, mais je sais plus où c'était. Bref, territoire d'outre-mer, mais je ne saurais plus dire, où exactement, où il y avait, voilà, effectivement, un besoin, ouais, petite OK. catastrophe naturelle. Voilà, c'est ça. Mais, vraiment du déclenchement comme ça, pas vraiment. Alors après, ce qui se passe aussi, dans le Bas-Rhin, c'est qu'on commence à réfléchir à une astreinte pharmaceutique. Alors on en est aux prémices de la réflexion qui va se passer là-dessus. Mais effectivement, peut-être que, cette notion de «projetabilité» entre guillemets, va peut-être, être changée, modifiée dans les mois ou dans l'année à venir. Donc ça, je sais pas. On va voir, ce que demande, la direction et l'état-major. Mais voilà, il y a aussi des départements où il y a une véritable astreinte pharmaceutique. C'est-à-dire que si demain il y a quelque chose qui se déclenche, il y a un pharmacien qui est, présupposé, par exemple, sur une semaine à être déclenché plutôt que les autres et du coup, lui va partir en premier. Mais non, effectivement, sinon à part ça, j'ai jamais été déclenché en tant que «képi vert» entre guillemets. Et ça se conjugue bien avec ton titulaire, le fait d'être, pharmacien sapeur-pompier? Enfin, il le vit bien, tes absences, ce genre de choses? Mmh. Bah alors
Alors, moi, je fais des grosses journées à la pharmacie, d'officine, donc ce qui fait que grosso modo, ma semaine de 35, ou un petit peu plus, 35 heures, je vais, la faire en 4 OK. jours et demi. Donc ça me laisse effectivement, au moins une bonne journée et demie par semaine, si besoin, pour, eh bien, vaquer à mes occupations en tant que pompier. Après, c'est souvent quelque chose qui est très apprécié. J'avoue que, là où j'ai remplacé, savoir qu'il y a un pharmacien pompier, alors déjà de un, ça suscite beaucoup d'intérêt parce que souvent c'est méconnu. Complètement. On sait pas toujours qu'il y a un pharmacien chez les pompiers. Enfin, c'est quand je le dis, on m'ouvre les grands yeux, on me dit: «Mais comment ça, tu es pharmacien chez les pompiers, comment ça se passe?» Donc d'où l'intérêt aussi de ce podcast. C'est vrai que c'est un bon moyen de faire connaître la chose. Non, souvent c'est très apprécié parce que c'est un peu sécurisant aussi, se dire que, bah, demain vous avez un patient qui fait un malaise dans la pharmacie ou dans la rue, c'est plutôt agréable de se dire qu'il y a le pompier à côté qui peut intervenir et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé, hein. Là, il y a pas très, très longtemps, il y a peut-être, 2 mois, l'artisan coiffeur, d'en face, rentrons dans la pharmacie et m'a appelé, dit, «S'il vous plaît, j'ai quelqu'un qui fait un malaise dans le salon de coiffure, je ne sais pas quoi faire, ça va pas», du coup, voilà, j'y suis allé, j'ai fait, ce que j'avais à faire, les pompiers sont venus, puis voilà. Mais c'est vrai que c'est très sécurisant. Enfin, les Ouais, je peux titulaires aiment comprendre. bien. Et alors on passe un peu du coq à l'âne, mais sur la formation BPDO, c'était dans le cadre des sapeurs-pompiers parce qu'il y a de l'oxygène? Non, c'était une corde à mon arc que je OK, voulais, m'ajouter. Non, pas du tout. J'avais pas ce besoin-là pour la filière pompier. C'était juste, je voulais ouvrir mes chakras, je OK. voulais voir, autre chose. Parce que, Et tu enfin, l'utilises au quotidien? alors, chez les pompiers, bah, du coup, je Ouais, repère beaucoup mieux les différents éléments de gaz et cetera. Maintenant, au quotidien, pas forcément. Après, en conseil, on a quand même des patients qui sont, sous l'oxynothérapie et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont particulièrement contre-indiquées, hein, pour ces patients-là, hein. Parce qu'ils vont souvent se plaindre, par exemple, de sécheresse dans le nez ou au niveau des voies respiratoires parce que, bah, l'oxygène, mmh, oxyde, hein, c'est bien connu. Donc effectivement, il y a des choses qui sont particulièrement contre-indiquées chez ces personnes-là. Bon, c'est vrai qu'il y a un conseil qui est un peu affiné. Maintenant, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus au quotidien. OK. En fait, l'objectif quand j'avais fait cette formation-là, je m'étais dit, si un jour, ouais, alors je pense pas que ça n'arrivera, mais, si un jour, l'officine, j'en peux plus, ou il s'est passé une mauvaise expérience, j'ai été traumatisé, que sais-je, que je puisse avoir effectivement la succursale possible de me dire, bah, je peux aller voir un prestataire à domicile et dire, bah, voilà, je suis pharmacien VPDO, je peux faire la dispensation de gaz et voilà, du coup, je pourrais déjà être formé OK. pour ça, Donc quoi. ça, c'est vraiment la souplesse que permet le métier de pharmacien. Tout à fait. Ah, on s'en rend pas compte, hein. J'ai presque travaillé aussi pour un grossiste répartiteur. Pareil, je me serais jamais dit dans mes études, «Tiens, je vais travailler en répartition», mais proposer un poste, de remplaçant ou éventuellement à faire durer, par un CDI. Moi, je m'étais dit: «Ben, tentons». Enfin, ça ne pourra que m'enrichir. Au mieux, ça me plaît. Au pire, ça me plaît pas, mais je sais que ça me plaît pas et je saurai pourquoi Ouais, ça ne voilà, me plaît pas. et tu peux Voilà, c'est changer, vraiment tu cette restes idée-là. libre Exactement. de ton cursus et tout. Bah, ça, c'est véritablement quelque chose que je pourrais dire aux étudiants, c'est, moi, à l'époque, j'étais convaincu de l'officine, mais je savais qu'il me fallait tôt ou tard une Ouais, succursale. Donc je m'étais dit: «Bah, voilà, soit je choisirais l'enseignement, soit je choisirais la formation, soit je choisirais, autre chose». Mais je savais que tôt ou tard, faire que de l'officine, je sais qu'à un moment donné, je me serais un petit peu, ouais, un petit peu, comment dire? Marché dessus ou je sais que quelque chose m'aurait manqué. Donc voilà, je m'étais dit: «Au pire de la rédaction». C'est vrai que le comprimé, ça m'avait donné presque envie de rédiger, par exemple, pour des revues comme Le Quotidien, comme le Moniteur et cetera. Et puis au final, en fait, c'est les pompiers qui se sont présentés et bah, je suis très, très satisfait de ce choix-là parce que aujourd'hui, ouais, je m'éclate. C'est hyper enrichissant, on rencontre des personnes, on apprend des bah, choses, ça a enfin l'air, ouais, c'est ça a l'air. mmh. Et en parlant d'enseignement, tu en as fait aussi un petit peu? J'ai fouillé Oui, ton alors compte un tout petit LinkedIn peu quand même effectivement. avant. Ah oui, je vois ça, décidément rien ne t'a échappé. Ouais, effectivement, alors je dispense, une formation en aromathérapie à des infirmiers, de 3e année. Donc ça, c'est, à l'IFSI de OK. Sarreguemines. En fait, ils ont une UE qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, «Soigner autrement» et effectivement, donc ils rencontrent, plein d'autres manières de traiter. Donc il y a, des intervenants qui font de la musicothérapie dans des EHPAD, d'autres qui font de la médiation animale et effectivement, moi je leur propose un enseignement de 4 heures où on aborde l'aromathérapie et notamment aussi la phytothérapie en règle générale. Après l'objectif de cette intervention-là, c'est pas forcément de leur faire, enfin de les transformer en de parfaits aromathérapeutes parce qu'en 4 Ouais, heures, c'est une c'est trop court, hein, sensibilisation, on quoi. s'en doute bien. C'est ça, c'est une sensibilisation et surtout leur faire comprendre,
Premièrement, il y a des interactions. Enfin, c'est des produits qui sont hautement concentrés, qui sont pharmacologiquement actifs, hein. C'est pas juste, de la soupe ou, enfin, il y a véritablement quelque chose à l'intérieur qui peut être dangereux et qui a un effet thérapeutique ou pire, toxique. Et l'objectif en fait, enfin vraiment le message que je veux leur faire passer dans cet enseignement-là, c'est contrairement par exemple aux pharmaciens où, bah, à part voir la personne au comptoir ou mieux encore, le commissionnaire qui vient et qui ne peut pas répondre à la moitié des questions qu'on a envie de poser quand on va délivrer ce type de traitement-là, bah, elles ont c'est les infirmiers et les infirmières ont accès à, l'intimité. Ils rentrent dans une chambre, ils rentrent dans une maison, ils rentrent dans un foyer et ils voient tellement plus de choses que ce que nous, on pourrait être amenés à comprendre, à deviner et à entendre à la pharmacie. Et je leur dis toujours, ben, vous avez vraiment cet œil un peu d'expert, de soignant, qui va rentrer dans l'intimité des foyers et vous allez peut-être repérer des choses qui ne sont pas Mmh. normales. Et effectivement, ben, je sais pas, un patient BPCO qui me fait, des fumigations de je sais pas quoi avec des huiles essentielles, c'est la fausse bonne idée, vraiment. Mais voilà, vous le verrez. Moi, je pourrais pas le Il va pas deviner le de dire, de il mon va comptoir. pas C'est ça, exactement et donc en fait, le but de cette intervention-là, c'est de leur dire: «Vous êtes un peu nos yeux ouverts à nous et puis s'il y a un doute, bah, appelez le pharmacien ou appelez, votre connaissance pharmacien du secteur. Il vous dira déjà si oui ou non c'est une bonne idée, pas une bonne idée et cetera». Donc ouais, c'est assez intéressant parce que quand on échange avec, même avec des étudiants qui sont prochainement des soignants, en fait, ils se rendent compte enfin, je me rends compte qu'ils ne savent pas utiliser les huiles essentielles et qu'ils utilisent souvent pures, de manière trop concentrée. Ils font des comment dire? Des dispersions beaucoup trop longues, oui, c'est ils pour font que de la ça sente péroce, bon et que c'est machin ça. et voilà. Exactement, c'est ça. Ou alors, bah, je sais pas, j'ai une angine, j'ai pris, du thym une huile essentielle de thym Timol, je l'ai pris pure comme ça. Ah bah, ça a brûlé, mais c'est que ça marche. Non, ça brûle, c'est C'est pas oui, normal. Enfin, c'est voilà, mais c'est cette, voilà, c'est vraiment ces idées-là et ces comment dire? Ces a priori, que même les soignants ont et que j'essaye parfois un petit peu de démonter et d'expliquer et de OK. rationaliser, quoi. Et donc avec l'enseignement, le BPDO, sapeur-pompier, pharmacien d'officine, tu as pas mal de cascades autour de ton diplôme de pharmacien. Toi, tu t'y retrouves au quotidien Mmh. ou tu as l'impression vraiment de changer de vie à chaque fois que tu changes de poste, Ah, c'est une bonne question ça. Bah, j'ai toujours le sentiment d'être pharmacien. Après, c'est sûr que, bah, entre l'officine ou, sapeur-pompier ou autre chose, je sais que je suis toujours pharmacien et je suis très fier de l'être. Ça, je le dis toujours. Mais effectivement, les casquettes changent un petit peu. C'est vrai que, j'appréhende pas la problématique de la même manière chez les pompiers, par exemple, qu'à OK. l'officine. Parce que, bah, la notion d'urgence va pas forcément être la même, la notion de risque va pas être la même, mais ouais, c'est différent et comme dit, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est une manière d'entamer sa semaine ou de la finir ou, d'une autre manière et c'est assez vivifiant. Enfin, c'est assez dynamisant. On change totalement d'univers et Oui, c'est je très pense qu'on aime agréable. bien être stimulé et qu'on aime bien les petits coups d'adrénaline, ça doit être très sympa au quotidien. C'est ça. Et on va bientôt s'arrêter là. Si tu avais un mythe à débunker, concernant le pharmacien d'officine pour les étudiants, alors je vais refaire ma question parce qu'elle était pas très claire. Est-ce qu'il y a un mythe, autour du pharmacien d'officine que tu voudrais débunker pour les étudiants? On a parlé un peu du fait que c'était monotone. Est-ce qu'il y a autre chose, Mmh. Alors, bah, c'est à débunker, mais c'est un peu l'histoire et la et la tradition qui l'a un peu donné cette étiquette-là. On n'est pas des Ouais, épiciers. On a un métier où, on a des quand même des grandes responsabilités qui sont engagées, on va dire, de très multiples fois dans la journée. Si on regarde, enfin, moi, je vais comparer une journée à la pharmacie, ça peut être, pour nous 500 heures d'eau. C'est 500 fois, ma responsabilité engagée quand je suis seul pharmacien ou c'est, 500 fois une responsabilité qui va être partagée entre les différents pharmaciens qui ont été là cette journée-là et qui ont participé effectivement à l'encadrement de la journée. Et bah, ouais, enfin, je vends pas juste, enfin, je vends pas du sel, du poivre ou des épices. Enfin, je délivre un médicament, je délivre un traitement et surtout, on n'est pas des exécutants. On a le droit de dire non, on a le devoir de dire non, je dirais même, lorsque la situation nous paraît pas, propice, lorsque le traitement nous paraît pas adapté, lorsque la situation est à risque et autres. Et ça, parce que souvent on a tendance à se dire: «Ben, pharmacien d'officine, il fait juste lire son ordre, il donne, il compte les boîtes». Enfin moi combien de fois j'ai ouais, déjà ils poussent entendu, les boîtes, ouais. «Ah tu bosses aujourd'hui, tu vas donner des boîtes de Doliprane». Non, en fait non.
même sur un Doliprane, je peux être amené à devoir dire non parce que, la dame a déjà eu, 15, ses 14 boîtes, mensuelles parce qu'elle en prend 4 par jour, pendant un mois. Là, elle m'en redemande 3 de plus. Non madame, c'est pas normal. Vous ne devez pas m'en redemander de plus sur une période de 28 jours, c'est pas Mmh. possible. C'est tout bête, hein, mais c'est voilà, c'est vraiment cette idée-là que j'ai envie de débunker, c'est, on n'est pas de simples exécutants, on est des professionnels à part entière, on a notre avis, on a notre expertise et on peut être amené à devoir dire non et à devoir, contacter les médecins pour, ouais, faire changer les prescriptions parce que c'est pas adapté et OK, cetera. ouais. Non, mais ça, je suis bien d'accord sur le côté, pousser des boîtes. Moi, mes frères me charriaient beaucoup, beaucoup avec ça. Ah ouais, non, mais c'est ah bah, moi, c'est quotidien, hein, je vais être très honnête, hein, tous les jours, on me dit: «Ah bah tiens, vous poussez des boîtes», et cetera. Si tu devais Mmh. recommander une chose à faire pendant ses études à un étudiant, pas forcément académique, enfin moi j'ai fait du scoutisme par exemple, ça m'a fait travailler l'esprit d'équipe. OK. Ah oui, ouais, oui, bah, oui, c'est vrai. Mais alors du coup, moi, ce que je il y aurait potentiellement effectivement l'engagement associatif, ça, je pense que c'est un vrai apprentissage de la vie. Parce que du coup, on est amené à devoir gérer des choses, souvent avec des responsabilités Mmh, administratives ou juridiques qui existent aussi, hein. Donc c'est vrai qu'on apprend à gérer les choses, on apprend à gérer l'équipe, l'humain, parce que ça c'est aussi, une des choses très compliquées pour, même nous pharmaciens. Enfin, je veux dire, on est, cadre dans des structures, on est amené à devoir parfois, en l'absence des titulaires, gérer l'équipe et cetera. Donc on apprend aussi à faire avec l'humain. On apprend que c'est pas juste aussi simple qu'on souhaiterait que ce soit et qu'un message qu'on donne est parfois bien plus complexe et bien moins bien interprété que ce qu'on aurait souhaité. Hem, donc effectivement, l'engagement associatif, parce que c'est très enrichissant et deuxièmement, la chose que je conseillerais beaucoup, c'est de travailler durant les ouais. études. Alors je vais compléter, travailler de manière raisonnée durant les études. Parce que j'ai connu aussi des camarades de promo qui, faisaient des 35 heures ou quasiment des temps pleins, voire plus, alors qu'ils étaient censés être, à la fac. Voilà, donc ça ne doit pas empiéter sur les études et sur la présence aux cours magistraux et au TD. En revanche, je trouve que appréhender le médicament différemment que, juste un nom barbare sur une, feuille de papier lorsqu'on révise ou sur un écran, c'est beaucoup plus simple. Pour déjà comprendre, les effets du traitement et cetera et aussi en fait pour emmagasiner les connaissances qui sont autour parce que demain, apprendre toutes les contre-indications d'un traitement, c'est beaucoup plus compliqué que se retrouver, par exemple, avec un patient à qui on prescrit des citalopram et on se rend compte qu'il a, un autre médicament torsadogène Mmh. à côté. Le fait de l'avoir rencontré un jour à l'officine, c'est tellement plus marquant parce qu'on l'aura peut-être détecté, on aura contacté le prescripteur, on aura modifié la prescription et on aura expliqué au patient. C'est beaucoup plus consolideur, pardon, en termes de connaissances et d'expérience que simplement croiser le mot, sur un écran ou sur un papier et se dire: «Bah, ça, faut que je me souvienne pour l'examen, quoi. C'est beaucoup plus enrichissant et je pense vraiment que même si on se destine à l'industrie, même si on se destine, à autre chose que de l'officine, ça reste enfin, encore une fois, on est pharmacien, hein. La pharmaco, c'est à nous, ça nous appartient, ça doit appartenir à personne d'autre et hem et cette expertise-là, je pense qu'on l'obtient aussi avec, un peu avec du travail, comme dit, raisonné en OK. officine. Bah, merci beaucoup. Dernière question pour conclure. Mmh, Pour toi, être ça marche? pharmacien, c'est quoi? Alors c'est la question un peu piège parce que c'est la question que je pose à chaque fois. Ah ouais, d'accord, ouais. Être pharmacien, c'est quoi? Est-ce que tu as une Heu définition ou un alors être pharmacien pour moi, premièrement, c'est être polyvalent. OK. Parce que, nos connaissances, elles touchent à tellement d'univers différents, enfin, botanique, minéralogie, enfin, on est sur tellement de choses différentes aussi que simplement la thérapeutique et autres. Donc c'est vraiment de la polyvalence et cette polyvalence, elle doit être au service, de la santé. C'est-à-dire qu'en fonction de nos missions et de ce qu'on voudra bien, vouloir endosser comme responsabilité, il faut pas oublier qu'on sera toujours, dans la santé publique. Notre intérêt, c'est que, le médicament soit disponible et que c'est la règle des 5 B, hein. Enfin, je veux dire, celle-ci, on l'a répétée, je pense moult fois, durant nos études. Mais c'est qu'effectivement, avec nos connaissances, avec notre polyvalence, avec nos différentes casquettes, être pharmacien aujourd'hui, c'est vraiment s'assurer que le bon médicament arrive au bon endroit et avec la rigueur et la sécurité et avec, tout l'encadrement dont ça a besoin parce que c'est, comme dit, un produit un peu particulier. Bah, merci C'est ça. beaucoup Gaëtan et puis, on Merci fera à peut-être toi. dans 10 ans, parce que je pense que dans 10 ans, tu auras 10 autres casquettes. Donc on fera peut-être un retour. On verra, j'attends de voir, l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Pharmacie la famille. Un grand merci à Gaëtan pour sa générosité et sa franchise. J'espère que son discours t'a donné envie autant qu'à moi. Si tu as aimé cet épisode, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'en parler autour de toi. À un pote de promo, un camarade de stage, quelqu'un qui doute de son avenir en pharmacie, ce podcast existe pour eux aussi.
Abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode. Et si tu as envie de passer dans le podcast pour raconter ton parcours, glisse-moi un message. À très vite dans Pharmacie la famille.